Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Florence Guerchanock pour cette séance, cette séance plénière donc de fin de journée. Donc, nous l'accueillons ce soir. Vous la connaissez, vous connaissez ses travaux. Elle est professeure d'histoire grecque à l'université de Paris-Cité. Et elle est directrice adjointe aussi de l'équipe, qui est l'UMR, une unité mixte de recherche, donc ANIMA, donc anthropologie et histoire des mondes antiques. Elle travaille bien sûr en particulier sur l'histoire des femmes, et c'est la raison de l'invitation. Elle travaille beaucoup, elle a publié de très nombreux travaux sur l'histoire des femmes, du corps, les gestes, les vêtements. Et je citerai parmi les nombreux ouvrages qu'elle a coédité, co-dirigé ou publié, un très beau livre en 2016 sur les concours de beauté et beauté du corps en Grèce ancienne, discours et pratiques. Elle a aussi coordonné de nombreux projets de recherche sur les questions liées à la nudité et donc, comme je le disais, aux vêtements, et à tout ce qui concerne la gestuelle et les pratiques sportives de façon secondaire également. Ce soir, elle a accepté d'intervenir pour une conférence intitulée « Le sport et le corps des femmes en Grèce ancienne et aux époques archaïques et classiques, des pratiques à l'imaginaire ». Bien sûr, une telle conférence ne pouvait manquer dans un congrès qui a pour thème le corps, le sport et les jeux. Et nous lui donnons la parole immédiatement. Merci Florence. Merci beaucoup Emmanuel pour ta présentation. Bonjour à toutes et tous. Je voulais en premier lieu remercier Jean-Yves Carré-Marattret pour son invitation, puisqu'il m'a convié à proposer en fait une conférence dans le cadre des travaux du CTHS. Conférence qui a un titre légèrement modifié, comme vient de l'énoncer Emmanuel Rousseau. Alors, pour commencer, de quoi parle-t-on et de qui? Oui, je vais peut-être. Oui, ce sera mieux comme ça, si vous m'entendez. Alors, de quoi parle-t-on? Ça fait plusieurs jours que vous parlez du sport et sans doute que le terme a été défini, mais je vais, recommencer rapidement pour simplement rappeler que actuellement, quand on parle du sport, on définit un ensemble d'exercices physiques qui se présentent sous la forme de jeux individuels ou collectifs et qui donnent généralement lieu à compétitions, des compétitions qui sont pratiquées en observant un certain nombre de règles, ou encore donc une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. Je retiendrai de cette définition la question des jeux, de la compétition, des règles, de l'effort et de l'entraînement. Si je reviens sur cette définition, c'est parce que pour l'Antiquité grecque, en tout cas, il n'y a pas de terme qui définisse précisément ce concept contemporain, moderne contemporain de sport, et que néanmoins on peut trouver des notions qui s'y rapportent. Des notions qui renvoient d'une part à la capacité à entraîner son corps et d'autre part qui renvoient à la question du concours, du fait de concourir dans des jeux publics, qui renvoie au fait de lutter, de combattre, de se disputer pour un prix. Donc on a un certain nombre de verbes, j'en ai indiqué 2 ici sur la diapo, et je m'arrêterai simplement sur un substantif, le terme agone, qui est très important en grec, et qui signifie concours, compétition et face à face, et qui renvoie donc à une activité dite sportive d'un point de vue moderne, mais qui est aussi, il faut le savoir, utilisée dans d'autres contextes. L'agone sert aussi à caractériser des débats politiques, des affrontements politiques. Il sert aussi à caractériser des conflits et des oppositions en cas de guerre, même s'il renvoie à ce que l'on pourrait qualifier d'activité sportive. Et de fait, les premiers textes de la littérature grecque, les épopées homériques notamment, attestent ce goût pour les concours, pour des activités et des affrontements que nous qualifions de sportifs et dont les performances sont appréciées pour le spectacle qu'elles offrent au moment de rassemblements rituels. Ainsi, le goût
et le plaisir des Athéniens pour les spectacles, qu'il s'agisse de Jeux olympiques, de Jeux ismiques ou des Panathénées, semble constituer notamment un topos littéraire, un lieu commun, et le suggère notamment un dialogue fictif entre le législateur athénien du VIe siècle avant notre ère, Solon, et un roi philosophe scythe, barbare, Anacharsis, dialogue que l'on trouve chez Lucien, un satiriste du IIe siècle de notre ère. Je lis « La parole est impuissante à te donner une idée complète du plaisir qu'on y prend. Il faudrait pour cela que tu puisses voir toi-même, assis au milieu des spectateurs, le mérite des athlètes, la beauté et la belle prestance de leur corps, leur adresse extrême, leur force invincible, leur hardiesse, leur émulation, leur indomptable résolution et leur ardeur acharnée pour la victoire. Je suis bien sûr que tu ne cesserais pas alors de louer, de te récrier, d'applaudir. » Or, ce goût et ce plaisir partagé mettent en exergue des corps avant tout virils, entraînés, qui se donnent à voir et dont on admire aussi bien la beauté que les performances dans une ambiance d'émulation où il s'agit de se distinguer, d'être le meilleur. Le sport est ainsi, en premier lieu, une activité virile et aristocratique. En grec, le terme aristoein signifie « être le meilleur » et qui, comme activité, est révélatrice de la vraie beauté, de la beauté nue, sans artifice. Et dans cette perspective, comme le souligne Platon vers 387 avant notre ère, à la gymnastique, je lis, correspond de la même façon le maquillage, comotique, chose artificielle et trompeuse, vile, indigne d'un homme libre qui produit l'illusion par les attitudes, les couleurs, le polissage et les vêtements, si bien que la recherche d'une beauté empruntée fait négliger la beauté naturelle familière que donne la gymnastique. Donc on a une opposition entre le gymnase qui confère une beauté nue et d'autres types d'activités, en tout cas une opposition entre la nudité athlétique et des parures artificielles, voire artificieuses. Et tout cela pour dire que finalement, pour les Grecs, le sport, la gymnastique ici, l'entraînement nu, constitue une activité d'hommes libres, principalement des citoyens et de leurs fils, de ceux qui ont le loisir de s'exercer nus, contrairement à leurs épouses et à leurs filles, qui, elles, sont dotées, disent les discours, d'un corps, à la beauté artificielle en raison des vêtements qu'elles portent et de leur maquillage. Évidemment, cette activité oppose également les citoyens aux esclaves qui sont interdits de gymnase, mais aussi aux barbares qui ont d'autres usages. Mais je m'en tiendrai maintenant à la question des femmes, épouses et filles de citoyens. En effet, dans les sociétés grecques de l'Antiquité, ces femmes ont pour destin le mariage et la maternité, ce à quoi les prépare leur éducation et les activités auxquelles elles s'adonnent dans la famille, notamment le tissage, la transformation des grains, et dans la cité, lors de fêtes, dans des sanctuaires, notamment en participant à des chœurs. Et si l'on suit notamment les traités médicaux et biologiques d'époque classique, les femmes sont dotées d'une nature moindre. Elles sont un écart de la nature, voire un mâle défectueux, pourvues d'un corps froid et humide, qui ne chauffe qu'imparfaitement les aliments ingérés et produit dès lors du sang et non du sperme. Elles sont grasses. Autrement dit, elles ne sont pas correctement charnues et musclées. En outre, elles sont asthéniques. C'est la raison notamment pour laquelle, par opposition aux hommes, leur domaine est donc l'intérieur du foyer pour nourrir les nouveau-nés, garder les provisions et tisser. Comme l'écrit Xénophon, le polygraphe, au début du IVe siècle, dans son traité d'économie domestique, je n'en lirai qu'un extrait, la divinité, il me semble, a adapté dès le principe la nature de la femme aux travaux et aux soins de l'intérieur, celle de l'homme à ceux du dehors. Froid, chaleur, marche, expédition militaire, c'est le corps et l'âme de l'homme qu'elle a constitué de manière à les mieux endurer. Aussi lui a-t-elle imposé les travaux du dehors. Quant à la femme, la divinité lui a créé un corps moins résistant. Aussi, elle me semble l'avoir chargée des travaux de la maison. Aussi, suivant ces conceptions,
En raison de leur nature, de leur statut et de leur genre, les femmes sont-elles généralement exclues des pratiques où les corps virils s'exhibent. Entre autres, même s'il n'en est pas question dans le passage lu, elles sont exclues des exercices sportifs et des compétitions athlétiques, c'est-à-dire de celles qui débouchent sur l'obtention d'un prix. Pourtant, des textes, des objets et des images font référence à des exercices sportifs féminins et à la participation des femmes, le plus souvent des jeunes filles, à des compétitions, principalement des courses, aussi bien de façon effective dans quelques cités du monde grec, donc notamment en Attique, à Athènes, sur la côte est à Brorone, j'y reviendrai. D'autre part, dans la cité de Lacédémone, qui occupe là le sud du Péloponnèse autour de Sparte, et en dernier lieu en Élide, dans le sanctuaire d'Olympie, ainsi situé. Donc on a des attestations de ces compétitions féminines dans ces lieux précis, de façon semble-t-il effective, mais également dans le domaine du mythe, dans l'imaginaire, avec notamment l'héroïne Atalante, dont je parlerai tout à l'heure. Dès lors, la question que l'on peut se poser, dans quel contexte et pour qui se déploient ces spectacles sportifs féminins exceptionnels et spectaculaires? Comment les anciens les ont-ils appréciés et jugés? Quel imaginaire ont-ils construit autour du sport au féminin, des exercices physiques comme des compétitions? Plus spécifiquement, aux époques archaïques et classiques, c'est-à-dire entre, on va dire, le 8e siècle avant notre ère et la fin du 4e siècle avant notre ère. Pour commencer, je partirai de l'exemple de Brorone qui se trouve donc sur la côte est de l'Attique, qui abrite un sanctuaire célèbre d'Artémis, une divinité chourotrophe, c'est-à-dire une divinité qui élève et qui fait passer aussi bien les animaux que les petits de leur état justement d'enfant ou de petits à leur état d'adulte. Et donc ce sanctuaire de Brorone est très actif depuis le néolithique et toujours à l'époque classique où il est notamment un lieu d'initiation des filles au moment où elles atteignent la puberté. Et à ce moment-là, à Brorone, notamment, les textes littéraires disent qu'elles font l'ours. Et on le sait, tous les 4 ans, la cité en fait conduisait en procession une centaine de jeunes filles prépubères, non pas prépubères, pardon, à l'aube de leur mariage, pour qu'elles suivent ces initiations en l'honneur et auprès d'Artémis. Et au IVe siècle, on le sait, c'est toute la classe d'âge que constituaient ces filles avant le mariage, qui était conduite en procession dans le sanctuaire. On a un certain nombre, plus que des textes, en tout cas des objets, qui témoignent de ces initiations féminines qui comportent notamment un certain nombre de courses. Et ces objets, ce sont notamment des cratérisques, comme ici vous en avez un fragment, qui sont de petits vases rituels, ici d'époque archaïque à figure noire, mais on en a aussi à figure rouge d'époque classique, qui témoignent de courses féminines à différents âges de la vie, de l'enfance à l'adolescence, ou en tout cas plus exactement de l'enfance à juste avant le mariage. Et ces filles d'âges divers sont figurées dans des tenues variées, en tunique courte, avec ou sans manches, mais également en bikini ou encore nu. Donc ici, sur ce cratérisque, comme vous le voyez, on a un autel au centre et on a 2 personnages féminins qui sont élancés dans une course et qui portent toutes 2 des tuniques courtes à manches courtes avec les cheveux relevés. Si je prends d'autres exemples de ces vases rituels, sur celui-ci, on voit bien qu'on a 2 filles qui sont engagées dans une course. Elles ont une coiffure un petit peu différente et elles portent elles aussi des tuniques courtes avec des manches courtes. Celle-ci, sur ce fragment, a une coiffure différente, elle court nue et elle tient dans sa main soit une couronne, soit un objet. Et celle-ci, dont on ne voit pas le corps, est sans doute un doublon identique à celle que l'on voit sur ce fragment.
on a d'autres fragments. Donc ici, vous voyez, on a de nouveau une petite fille qui, s'élance dans une course avec une tunique encore plus courte et les cheveux retenus par un bandeau. Et on a d'autres cratérisques où en fait on voit des jeunes filles qui sont engagées dans des chœurs. Donc on n'est pas dans une activité sportive. Ici, au son de la double flûte. Et donc, on a ces petites filles qui, à Broronne, font l'ours pour Artémis en dansant dans des chœurs ou qui courent. Autre type de fragment intéressant, ici, on a des jeunes filles totalement nues qui sont engagées dans une course et qui semblent plus âgées et qui portent également une coiffure très différente. Elles ont les cheveux dénoués et un bandeau autour de leur tête. Et derrière ces deux que l'on voit ici, on en a une plus petite qui est également nue, mais qui porte une coiffure différente. Et ce qui est intéressant aussi sur ce fragment de cratérisque, c'est que sur le bandeau inférieur, on a presque en parallèle une course qui engage, ou plus exactement une chasse, qui engage une biche qui est poursuivie par deux chiens. Et donc on a quand même un espèce de parallèle du point de vue de la course. Ce qui fait qu'on pourrait se demander si ces images ne font pas référence à des courses initiatiques et au rituel matrimonial qui serait conçu comme une course ou encore comme une chasse. Mais on ne peut pas en dire plus, de même qu'on ne sait pas si ces courses de filles qui semblent être attestées au moins du point de vue de ces représentations figurées, donnaient lieu à des concours ou à des prix. On n'en sait pas plus. Donc voilà pour le premier exemple de courses féminines qui sont organisées, semble-t-il, au moment où les filles sont prêtes à être données en mariage, ou jusqu'à ce qu'elles soient données en mariage. Deuxième exemple, celui de Sparte, une cité à part pour laquelle notre documentation est bien plus importante, où les filles, avant de se marier, pratiquent la course, la lutte, le lancer de disques et celui du javelot. On a notamment deux auteurs qui y font référence. Le premier, Xénophon, et le second, Plutarque, le moraliste du IIe siècle de notre ère. D'abord, je vais lire le texte de Xénophon qui connaît bien la cité de Sparte pour y avoir vécu et qui, au début du IVe siècle, en 378-377, écrit une constitution des Lacédémoniens et rapporte finalement de quelle façon le législateur semi-mythique Lycurgue aurait réorganisé la cité à l'époque archaïque. Alors je lis, « Les autres Grecs veulent que les jeunes filles vivent comme la plupart des artisans qui sont sédentaires et qu'elles travaillent la laine entre quatre murs. » Ça renvoie à ce que je disais à propos des filles d'Athènes notamment. Mais comment peut-on espérer que des femmes élevées de la sorte aient une magnifique progéniture ? Lycurgue, au contraire, pensa que les esclaves suffisaient à fournir les vêtements, et jugeant que la grande affaire pour les femmes libres était la maternité, il commença par établir des exercices physiques pour le sexe féminin, aussi bien que pour le sexe mâle. Puis, il institua des courses et des épreuves de force, entre les filles comme entre les garçons, persuadé que si les deux sexes étaient vigoureux, ils auraient des rejetons plus robustes. Donc, des activités physiques et sportives pour les filles auraient été instituées et instaurées à Sparte. La même idée est développée par Plutarque, qui connaît bien Xénophon. Alors je lis et après je commenterai cet extrait de la vie de Lycurgue. Par son ordre, les jeunes filles s'exercèrent à la course, à la lutte, au lancement du disque et du javelot. Il voulait que la semence de l'homme, fortement enracinée dans des corps robustes, poussât de plus beaux germes, et qu'elles-mêmes fussent assez fortes pour supporter l'enfantement et lutter avec aisance et succès contre les douleurs de l'accouchement. Écartant la mollesse d'une éducation casanière et efféminée, il n'habitua pas moins les filles, etc., etc. En fait, ce qui est visé par cet entraînement physique et sportif, c'est précisément la fabrication de beaux enfants dans le contexte de pratiques eugénistes propres à la cité lacédémonienne.
Et on note en outre des préoccupations éventuellement médicales chez Plutarque relatives à l'accouchement conçu comme un combat militaire. Les filles ont ainsi des corps robustes, prêtes à enfanter avec virilité des enfants robustes, autrement dit, de futurs citoyens et de futurs guerriers performants. Les exercices gymniques ne contredisent pas leur fonction traditionnelle et naturelle de mère. Néanmoins, les préoccupations sont autant médicales que politiques, résister aux douleurs de l'accouchement et servir l'eugénisme. Cependant, aux époques archaïques et classiques, cet entraînement féminin sportif est l'objet de discours aussi bien critiques qu'admiratifs de la part de différents auteurs grecs et en particulier athéniens. En premier lieu, la pratique sportive spartiate choque. On peut lire dans un fragment rapporté par Plutarque au IIe siècle de notre ère, qui cite donc Ibikos de Régione, un poète du VIe siècle avant notre ère, que pour lui, les filles de Sparte qui s'entraînent et exercent leur corps, tel que cela a été décrit finalement par Xénophon et Plutarque, ne sont que des montres-cuisses. Ce n'est pas une qualification très positive. On peut lire par ailleurs plus tard, dans un extrait d'une tragédie Andromaque, écrite par Euripide et jouée sur la scène athénienne à l'époque classique, en 424 précisément avant notre ère, devant un public de citoyens spectateurs, on peut lire la réplique qu'adresse Pélée à Ménélas, roi de Sparte, dans le contexte de la guerre de Troie, Ménélas qui est l'époux d'Hélène et qui est parti donc avec le prince troyen Paris. Une fille de Sparte, même si elle le voulait, comment deviendrait-elle sage ou tempérée? Avec les jeunes garçons, désertant leur demeure, cuisses nues et robes flottantes, elle partage piste et palestre. C'est intolérable. Faut-il s'étonner si vous ne formez pas de sages épouses? Donc il y a un lien manifeste, en tout cas si l'on se fonde sur cette réplique, entre l'adultère d'Hélène et la formation physique et sportive des filles à Sparte qui portent des tenues qui ne sont pas conformes à celles que portent notamment les Athéniennes, en montrant leurs cuisses et en portant des robes flottantes qui leur permettent de s'exercer avec les garçons. Donc, on a un certain nombre de discours critiques et on a des objets qui sont intéressants parce qu'ils renvoient justement à cet entraînement féminin à Sparte et à la tenue qu'auraient pu porter les jeunes lacédémoniennes. On a donc ces quelques figurines de bronze qui datent des 6e et 5e siècles avant notre ère et qui représentent généralement des jeunes filles à la nudité partielle. Ainsi, la première statuette, ici, une figurine de bronze du VIe siècle avant notre ère, de production laconienne, montre une fille qui porte une tunique très courte, qu'elle soulève de la main gauche pour signifier probablement le mouvement et la course. La seconde, en revanche, ici, porte une longue robe souple et le bonnet de l'athlète. Elle court ou bien elle s'apprête à sauter. Donc on a un autre type de vêtements. Je montre un dernier objet de bronze qui date de la fin du VIe siècle avant notre ère et qui montre une jeune fille dans un costume encore différent qui porte une tunique sans manches de type exomis. L'exomis, en fait, c'est le vêtement du travailleur et un vêtement, en fait, qui est une tunique relativement courte qui tombe au-dessus des genoux et surtout qui dégage l'épaule droite et une partie du torse, du haut du torse. Et donc ici, on a une tenue qui serait un mélange de chitone, de tunique courte et d'exomis avec une figure féminine figurée dans un mouvement peut-être de course et qui soulève de nouveau un pan de son vêtement de la main gauche. Donc on a des discours qui renvoient
à cet entraînement féminin et qui sont critiques parce que cet entraînement choque en raison de la tenue de ces filles. Mais on a d'autres discours qui, au contraire, sont élogieux et qui sont produits par des admirateurs de la cité lacédémonienne. Parce que ces exercices physiques, sportifs, féminins produisent de beaux corps admirables. Alors, on peut lire dans un registre comique chez Aristophane, on peut lire ceci, dans une comédie Lysistrata qui est présentée et produite donc sur la scène athénienne en 411 avant notre ère, en pleine guerre du Péloponnèse. Et il dit à propos d'une laconienne, du nom de Lampito, « Comme ta beauté, ma toute douce et resplendissante, quelle belle carnation !» Donc, elle est éclatante, elle a une belle carnation, sans doute une carnation de bronze, à l'instar des garçons qui s'entraînent au gymnase. Puis je lis, « Quel corps vigoureux, en fait plein de sève, tu étranglerais un taureau. » Alors, il est question de sa force, mais il y a aussi ici une blague obscène parce que le tauros en grec, c'est aussi le membre, le sexe masculin. Donc, voilà. Vous comprendrez. Ma foi, oui, par les Dioscures, je m'exerce au gymnase et me donne du talon au derrière en sautant. Il s'agit d'un exercice que l'on a identifié à la bibasis, qui consiste en effet à sauter en se donnant des coups de talon aux fesses. Ah, la belle chose d'avoir des tétons comme les tiens. Vous me palpez, savez-vous, comme une victime, en fait une victime sacrificielle. Donc ce qui est mis en avant, c'est la beauté de cette jeune lacédémonienne, beauté corporelle qui s'oppose en fait à la beauté des Athéniennes qui l'entourent avec Lysistrata pour demander la fin de la guerre du Péloponnèse. On a d'autres attestations de ces entraînements féminins et de la beauté associée à ces filles, notamment chez Théocrite, un auteur du IIIe siècle avant notre ère, dans ce poème intitulé « L'épithalame d'Hélène », qui est un chant nuptial, en fait, en l'honneur de la dite Hélène. Et on peut y lire « Parmi toutes nos compagnes qui, le corps peint des sucs de l'olive, exécutent les mêmes exercices sur les bords de l'Eurotas, parmi ces 8 fois 20 jeunes filles, parées de la fleur de l'âge, de la beauté et d'un mal courage, aucune n'est sans défaut comparée à Hélène. » Donc, il est fait mention ici, en tout cas la référence est celui de l'entraînement collectif féminin de filles avant le mariage qui soignent le corps d'huile, comme les garçons, et qui s'exercent sur les bords de l'Eurotas, qui est le fleuve principal qui coule à Lacédémone. Et cet entraînement produit, à un moment donné, quand ces filles sont arrivées à maturité, des corps qui sont beaux, des filles qui sont belles, mais qui sont belles d'une certaine façon, qui sont belles parce qu'elles sont aussi viriles. Et parmi toutes ces filles, c'est Hélène qui est la plus belle. Je retiendrai de tout cela que, si l'on se fonde sur cette documentation, les filles, avant d'être données en mariage, atteignent finalement un âge, ou ont atteint un âge plus exactement, où elles sont jeunes et à maturité, pleines de sève, belles, aussi belles que des victimes sacrificielles, viriles et désirables. Et notamment chez Plutarque, on peut lire que ces exercices et compétitions incitent au mariage, éventuellement sous la forme de joutes entre filles et garçons, comme à Chios, si je me fonde sur un fragment d'Héraclide Lembos, un auteur du IIe siècle avant notre ère, cité par Athénée. On peut y lire « Nous ne pouvons qu'applaudir à la coutume spartiate qui veut que l'on dénude les jeunes filles devant les étrangers. Et sur l'île de Chios, c'est un plaisir sans nom que de se rendre aux jeux gymniques afin d'assister aux joutes entre les jeunes gens et les jeunes filles. Des joutes qui conduiraient au mariage. » Et je ne résiste pas à vous montrer cette reproduction d'une toile de Degas qui propose une version ou une vision moderne de cet entraînement physique sportif féminin et masculin, avec, c'est amusant, des garçons qui sont eux totalement nus mais qui n'ont pas un corps, de mon point de vue peut-être, je ne suis peut-être pas très objective, extrêmement musclé et ciselé. Voilà, et qui font face à un groupe de jeunes filles qui sont mi-nues, mais
il ne s'agit pas d'une nudité qui, est comparable à celle des figurines d'époque archaïque et début de l'époque archaïque et classique que je vous ai montré, puisque là, on voit en partie effectivement leurs jambes, elles cachent leur sexe, et on voit finalement le haut de leur torse et notamment leur poitrine. Et à l'arrière-plan, c'est amusant, puisqu'on a un groupe de femmes vêtues de longues robes, et également un personnage masculin qui porte un manteau. Mais donc voilà, c'est intéressant, mais on retombe sur l'idée d'un entraînement sportif féminin, avec notamment des courses, mais pas seulement, qui déboucherait éventuellement sur la capacité de ces filles, enfin en tout cas qui produirait ou qui conduirait ces filles à être aptes à être données en mariage. Troisième exemple, celui d'Olympie avec la célébration des Héréias, qui sont une fête, organisée en l'honneur d'Héra, et qui dont la célébration, semble-t-il, a été organisée à partir de 580 avant notre ère. Et c'est Pausanias le Périégète qui, au IIe siècle de notre ère, raconte, puisqu'il raconte des faits admirables, raconte ce qu'il sait de ce concours des Héréias, qui aurait eu lieu tous les 4 ans. Donc je lis, « Des jeunes filles s'affrontent à la course, cependant, elles ne sont assurément pas toutes du même âge. Ainsi, les plus jeunes courent en premier, puis après elles, les filles d'un âge plus avancé, et enfin, en tout dernier, vient le tour des plus âgées. Voilà comment elles courent. Leur chevelure est dénouée, leur tunique s'arrête juste au-dessus du genou, et elles dévoilent leur épaule droite jusqu'à la poitrine. On leur réserve à elles aussi le stade olympique, mais pour elles, la course du stade est raccourcie d'un 6e environ. On remet aux lauréates des couronnes d'olivier et une part de la vache sacrifiée à Héra. Et surtout, elles peuvent consacrer leur portrait inscrit. Ce sont également des femmes qui servent les 16 dans l'organisation de ces jeux-là. On dit que le concours des jeunes filles remonte lui aussi aux époques antiques et que c'est Hippodamie, parce qu'elle voulait rendre grâce à Héra de son mariage avec Pélops, qui réunit les 16 femmes et fut la première à organiser avec elles les Héréias. Quelques remarques sur ce passage de Pausanias. Pour commencer, on a des courses qui sont organisées, mais à 3 âges de la vie des filles. On distingue 3 catégories, les plus jeunes, celles qui ont un âge avancé et les plus âgées. On peut supposer que les plus âgées sont les filles qui sont qui sont au seuil du mariage et qui sont celles qui sont prêtes à être données en mariage. Deuxième remarque concernant leur tenue. On retrouve la semi-nudité et ce mélange entre un chitone et un himation, comme je montre un autre exemple. Donc on l'a vu ici, elles ont le sein droit dénudé, comme sur cette figurine que je vous ai montrée tout à l'heure, ou comme cette copie romaine d'une statue plus ancienne qui montre un personnage féminin qui porte de nouveau une tunique courte et qui a l'épaule droite et le sein dénudés, et qui pourrait être, cette statue, on dit que ça pourrait être une Amazone, mais finalement, il pourrait s'agir aussi bien d'Artémis ou encore d'Atalante. Voilà, tout est possible d'une certaine façon du point de vue de l'interprétation. Troisième remarque, après leur tenue, la course pour ces filles est raccourcie à 160 mètres, au lieu des 192 mètres du stade olympique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont filles, parce qu'elles sont asthéniques. La question est ouverte. Quatrième remarque, ces filles reçoivent un prix, une couronne d'olivier, comme les garçons, et une part du sacrifice. Le sacrifice, est constitué d'une vache, parce que la vache est notamment l'animal consacré à Héra. Cinquième remarque, on garde, semble-t-il, d'après Pausanias, la mémoire de leur victoire par la consécration du portrait honorifique inscrit, peut-être d'une statue. Toujours est-il, mais ça n'est pas une preuve de la véracité des dires de Pausanias ou non, mais que d'un point de vue archéologique, on n'a pas retrouvé ni d'image, ni de statue inscrite à Olympie, qui renverrait à cette pratique que rapporte Pausanias. Sixième remarque, il y a
de façon évidente un lien entre la course, le concours et le mariage, en raison de la référence à Hippodamie. Hippodamie est une jeune fille, une héroïne, que son père ne veut pas donner en mariage. Donc il ne veut pas qu'elle s'accomplisse dans le mariage, comme toutes les jeunes filles. Et du coup, il défie tous ses prétendants à la course en disant que celui qui obtiendra ou obtiendrait la main d'Hippodamie serait celui qui serait vainqueur contre lui à la course. Et justement, ce vainqueur, c'est précisément Pélops, qui, par ruse, obtient la victoire et donc la main d'Hippodamie. Donc on a cette première référence au mariage en lien avec l'institution de ces courses. D'autre part, ces courses s'inscrivent dans une fête en l'honneur d'Héra, et Héra a notamment comme prérogative de veiller sur les mariages légitimes. Donc ça fait un deuxième lien possible entre ces courses et le mariage. Dans cette direction toujours d'un lien entre course, concours et mariage, je vais continuer, donc je vais passer cette diapositive, je vais poursuivre avec la figure mythique d'Atalante, qui est aussi intéressante. Atalante, c'est la fille d'Iazos, un roi du Péloponnèse. On connaît son histoire qui est mentionnée à la fois dans l'épopée homérique et dans d'autres nombreux textes littéraires, mais aussi par le biais de tout un corpus iconographique. Donc, fille d'un roi, exposée par son père qui souhaitait un héritier mâle. Elle est recueillie par une ours, qui est l'animal d'Artémis, puis élevée par des chasseurs. Je lis ce qu'en dit, ou ce que raconte Apollodore, un mythographe constitué entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Adulte, Atalante demeura vierge, c'est-à-dire qu'elle ne se marie pas. Elle passait le plus clair de son temps à chasser dans des endroits solitaires, toujours armés. Elle participa également en compagnie des hommes les plus valeureux à la chasse aux sangliers de Calydon. Elle prit même part au jeu en l'honneur de Pélias, où elle combattit Pélée et le vainquit. Quand elle eut découvert qui étaient ses parents, son père voulut la convaincre de se marier. Alors Atalante se rendit au stade et planta en son centre un pieu haut de 3 coudées. C'est de là qu'elle commençait à courir en armes, après avoir concédé à ses prétendants quelques longueurs d'avance. Qui se laissait rattraper mourait. Qui ne se laisserait pas rejoindre l'aurait comme épouse. Ils étaient nombreux désormais, ceux qui avaient trouvé la mort, ainsi quand Mélanione, qui était amoureux d'elle, participa à la course en portant 3 pommes d'or, don d'Aphrodite. Et comme elle le poursuivait, il les jeta. La jeune fille s'arrêta pour les ramasser, fut battue, et Mélanione put l'épouser. Donc, comme on le voit, Atalante participe à la chasse aux sangliers de Calydon, elle reçoit la hure et combat également Pélée au jeu, à la lutte, au moment des funérailles de Pélias. Elle s'adonne donc à des activités masculines, chasse et lutte. Sa vie dans le domaine d'Artémis est loin de celui des filles des cités, qui ont pour destin le mariage et la maternité. Le mythe met ainsi en scène la façon dont, par le biais d'un concours, d'une course précisément, et comment, avec l'aide d'Aphrodite, qui est une divinité qui préside aux erga-gamoios, c'est-à-dire qu'elle préside aux œuvres du mariage, donc comment, avec l'aide d'Aphrodite, et peut-être en raison de l'attrait de l'or, Atalante finit par retrouver le droit chemin et accomplir son destin de fille par le mariage. Donc là encore, on a un lien entre une activité physique, la course, et le mariage. On a beaucoup d'images qui renvoient en fait à ces épisodes, celui de la lutte contre Pélée, et celui de la course, qui sont resémantisés par les peintres, qui tendent progressivement à érotiser en fait le corps sportif d'Atalante. Donc j'ai sélectionné quelques-unes de ces images que je vais commenter avec vous. Sur cette hydrique alcidienne du VIe siècle avant notre ère, on voit au centre de la scène Pélée au corps de bronze noir, suivant les codes de représentation des hommes à l'époque archaïque, qui est totalement nu et qui combat Atalante. Son nom est inscrit ici
l'image, donc qui combat Atalante, qui, comme vous pouvez le voir, a les chairs à la carnation blanche, comme les filles sont figurées dans l'iconographie archaïque, mais son corps n'est pas nu, ou en tout cas pas totalement nu. Elle porte alors non pas une tunique, mais un espèce de juste au corps qui s'arrête sous les fesses, d'accord. Mais sa tenue, en tout cas, s'oppose à celle de Pélée. Et au centre de l'image, on a la hure qui rappelle l'épisode de la chasse du sanglier de Calydon. Et de part et d'autre, on a les arbitres qui tiennent leur bâton d'arbitre. Donc voilà de quelle façon les peintres ont d'abord proposé des images d'Atalante combattant contre Pélée. D'autres vases proposent des images différentes et des tenues différentes. On voit toujours Pélée qui a le corps, comment dire, à l'époque archaïque, sombre, de bronze d'une certaine façon, mais qui combat cette fois-ci une figure féminine que l'on identifie à Atalante, qui a le corps davantage dénudé que sur la figure précédente. Elle porte en fait un espèce de diasoma, c'est-à-dire de pagne ou de caleçon, qui lui couvre les fesses et le sexe. Sur cette coupe également, on retrouve de mêmes éléments, si ce n'est que je voudrais attirer votre attention sur le fait que sur cette image, Atalante porte en effet cette espèce de caleçon, mais elle porte aussi un curieux couvre-chef qui renvoie en fait, qui serait ou qui ressemble à un sakos qui est en fait une coiffure de courtisane dans l'iconographie attique. Et donc, ici, on a un lien qui est fait manifestement par le peintre entre Atalante, qui est en partie dénudée, ou presque totalement dénudée, et ce que seraient des courtisanes avec ce petit bonnet. Je continue. Ici, on a un fond de coupe de l'époque classique. Alors, je montre plus précisément ce que l'on voit sur ce fond de coupe. Et cette fois-ci, on passe à la question de la course. Ici, c'est intéressant. Donc, on voit le nom d'Atalante sur le fond de la coupe. On voit Atalante qui porte un espèce de bikini. Donc, on retrouve cette espèce de caleçon qu'on avait sur les images précédentes, mais un espèce de soutien-gorge également, pardon. Ah, c'est pas vrai. Mais on voit ici que ses seins sont soulignés sous ce soutien-gorge, si on peut l'appeler ainsi. Elle porte également le bonnet de l'athlète. Elle tient de sa main droite la pioche qui lui sert, ou qui lui servirait à ameublir le sol en vue de la course. Ici, on a le thermone qui indique la limite de la course. Et dans le champ de l'image, on a le pactage de l'athlète qui est constitué d'une éponge, d'un strigile et également d'une arribale. Donc ça renvoie à cet épisode et on voit de quelle façon ici le peintre a imaginé la tenue sportive d'Atalante qui se prépare à la course. On a d'autres modes de figuration d'Atalante qui sont tout aussi intéressants. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Ici, sur ce fond de coupe, Atalante fait face à une figure masculine. Elle tient le bâton qui sert à ameublir le sol. Elle porte le caleçon qui lui couvre donc les fesses et le sexe. Et là, elle porte non pas le bonnet de la courtisane ou la coiffure de la courtisane, mais le bonnet de l'athlète qui s'apprête à courir. Si ce n'est qu'ici, le peintre insiste de façon importante, me semble-t-il, sur sa poitrine, qui est très en avant et qui est présentée très en avant face à cette figure masculine. Et donc, c'est une façon d'érotiser le corps d'Atalante, décidément. Sur cet autre fond de coupe, on a un jeune homme qui tient un strigile dans la main, à côté d'un luthérion, d'une vasque, et une figure féminine identifiée à Atalante, qui cette fois-ci est assise, qui porte ce caleçon, mais cette fois-ci la coiffe de la courtisane. Donc on voit comment il y a des jeux d'images, en fait, du point de vue de la figuration de l'héroïne. Oui, d'accord. Alors, c'est pas grave, je continue. Ah non, je ne continue pas, je croyais que j'avais... Voilà, pardon, excusez-moi, je m'embrouille dans mes images en ne voyant pas la suite. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit de quelle façon les peintres ont pensé
d'une certaine façon le sport au féminin à travers la figure d'Atalante et de quelle façon progressivement ils ont érotisé leur corps, érotisé son corps, sachant qu'Atalante va accomplir son destin de fille et se marier. Et donc qu'il s'agisse d'Atalante ou qu'il s'agisse des exemples que j'ai abordés rapidement, à Brorone avec l'initiation des filles, à Sparte avec l'entraînement féminin ou encore à Olympie avec les Erraya, le sport au féminin, la course surtout, avec une forme d'érotisation plus ou moins prononcée du corps de la fille, généralement mi-nue ou mi-vêtue, conduit le plus souvent au mariage. Je voudrais terminer mon parcours sur le sport et les femmes en m'arrêtant sur une petite série d'images, une vingtaine, où des personnages féminins se trouvent autour d'un luthérion, d'une vasque, et ces personnages féminins, ces figures féminines, ont toutes le corps totalement nu et le corps extrêmement bien ciselé, à l'instar des garçons, dans des postures comparables, sur des scènes de toilettes autour d'une vasque, comme on le voit ici. Et elles sont figurées généralement avec des marqueurs ou des objets qui font référence au gymnase et à l'entraînement sportif, avec des chaussures qui sont dans le champ de l'image, en main ou qui sont disposées sur le sol. Alors ici, comme on le voit, on a 3 personnages féminins totalement nus, et dans le champ de l'image, on a le pactage de l'athlète dont j'ai parlé tout à l'heure, l'éponge, le strigile et la ribale. Et celle-ci tient une chaussure en main. Sur ce cratère, on trouve de nouveau 2 figures féminines qui font leur toilette, ou en tout cas sont autour d'une vasque et se préoccupent sans doute des soins du corps avec de l'eau. Et celle-ci, de l'autre côté de la colonne, est en train d'utiliser un strigile qui racle en fait le gloios, qui est un mélange de poussière et d'huile d'olive dont les athlètes s'enduisent le corps avant la compétition. Et dans le champ de l'image ici, on a l'éponge. Donc on est dans une image qui montre des jeunes femmes nues au corps bien ciselé avec des références finalement au gymnase, même si elles ne sont pas dans une activité sportive. On ne les voit pas en train de courir, on ne les voit pas en train de lutter. Sur celle-ci également, on retrouve ces jeunes filles qui sont nues autour d'une vasque. On a le pactage, sauf qu'ici, le peintre a changé un détail. Au lieu de figurer la ribale, qui est un petit vase globulaire qui contient justement l'huile destinée aux athlètes, il a figuré l'alabastre, qui est un vase à parfum également, mais un vase à parfum qui est destiné prioritairement aux femmes. Et de nouveau, on a des chaussures dans le champ de l'image. Est-ce que ça renvoie à la course? Mais ça renverrait plutôt à l'érotique. Alors, pour vous montrer les parallèles et la façon dont les garçons sont figurés dans des situations un peu comparables, ici, vous avez une vasque, vous avez un jeune homme ou un homme jeune parce qu'il est érotisé, parce que c'est beau d'être jeune, ou que parce que jeune, on est beau, d'accord, qui tient un strigile de sa main droite. On a le pactage de l'athlète ici dans le champ de l'image, une chaussure, peut-être un double de cet athlète qui tient également une chaussure de sa main gauche. Et sur la vasque, on peut lire Kalos. Autrement dit, il est beau. Alors, est-ce que c'est l'athlète qui est beau ou est-ce que c'est celui qui utilise le vase sur lequel est figurée cette image? Je continue, puisque vous avez des variations d'images sur ces personnages féminins. Ici, donc, toujours des femmes au corps bien ciselé autour d'une vasque. Celle-ci tient un strigile, celle-ci également. Ici, on a une petite servante, donc on n'est plus tout à fait dans le cadre du gymnase. Celle-ci porte un sakos, c'est-à-dire le couvre-chef de la courtisane. Mais ici, on a non plus le pactage de l'athlète, mais un miroir. Et le miroir est un objet typiquement féminin qui renvoie à la beauté des femmes. Donc on a un jeu ici entre le miroir qui renvoie à la beauté et ces femmes qui tiennent un strigile qui renvoie à l'entraînement au gymnase. Ici, on a une image que j'aime bien parce qu'on a un arbitre
il est figuré comme un arbitre, il a la tenue de l'arbitre, et on a 2 femmes qui ont le corps bien ciselé. Celle-ci porte le sakos de la courtisane. Sauf que là, l'arbitre est en train de jauger, on pourrait le dire ainsi, le sein gauche de cette jeune femme, ou enfin, en tout cas, de l'évaluer ou de le tripoter, voilà, mais ça va de l'un à l'autre. Alors, on est dans un contexte qui renvoie au gymnase, mais qui renvoie aussi à une érotisation du corps féminin athlétique et à la sexualité. Et pour ainsi dire, si on cherche un parallèle, dans le cadre du banquet, sur un fond de coupe, on trouve une joueuse de double flûte qui, se trouve dans une situation un peu comparable à celle de la figure féminine que je vous ai montrée précédemment, puisque là encore, le banqueteur est en train, je ne sais pas s'il jauge vraiment son sein gauche, mais en tout cas, il est en train de le tripoter. Donc on a un lien entre le renvoi à une activité gymnique et donc littéralement nu, à une activité au gymnase et à une érotisation du corps. Et pour vous montrer des étaïrs, c'est-à-dire des courtisanes, ici sur cette hydrie, ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont clairement des courtisanes. Elles ne sont pas totalement nues, parfois elles le sont, mais leur corps est un corps bien musclé et bien ciselé. Et donc il y a quand même un jeu sur la façon dont on figure ces femmes, dans un contexte de toilette ou qui renvoie au gymnase, et à la façon dont on les représente et on les figure dans le contexte du banquet. Quoi qu'il en soit, que faire de ces images finalement que je vous ai montrées ? Certains ont pensé qu'il s'agissait de lacédémoniennes, telles qu'elles étaient perçues par les Athéniens. Comme les lacédémoniennes s'exercent avec de petites tuniques, certains chercheurs ont dit, bien voilà, sur ces vases, en fait, ce sont des lacédémoniennes. D'autres ont proposé d'y voir des étaïrs, c'est-à-dire des courtisanes. D'autres ont pensé que ces images renvoyaient à des réalia et figuraient en fait la toilette des Athéniennes, avec la question de la santé, de la beauté et de l'harmonie des corps autour d'exercices sportifs ou athlétiques à but hygiéniste. D'autres encore ont proposé de voir dans ces images une façon de stimuler le voyeurisme des banqueteurs, puisque ces images se trouvent sur des vases à boire, et de faire des blagues en référence aussi bien aux lacédémoniennes qui montrent leurs cuisses qu'à la figure mythique d'Atalante. On pourrait aussi penser que ces images renvoient, c'est ma dernière proposition, à des jeux de peintres où les images constituent des embrayeurs de discours. En tout cas, elles sont là pour susciter chez les banqueteurs un discours sur la beauté, sur la séduction, et ouvrir peut-être une réflexion sur ce qu'est la vraie beauté en relation avec le gymnase, l'érotique et le désir dans le cadre du banquet. Et que l'idée, finalement, si l'on s'intéresse de façon plus précise à ce petit corpus, serait de montrer que la plus belle et la plus désirable l'est nécessairement au masculin, suivant un modèle défini comme masculin, en particulier dans le contexte du gymnase. C'est donc une façon de déconstruire les normes de genre. Je vais conclure sur tout cela. Premier élément, de conclusion, on est bien, ou en tout cas les exemples que j'ai sollicités renvoient bien à des activités physiques de filles et à des compétitions qui relèvent bien d'une activité sportive, suivant les 4 critères retenus notamment par Jean-Manuel Robineau pour définir le sport. Ces activités physiques et sportives, ces activités physiques et ces entraînements ont bien une nature motrice, un caractère codifié, une mise en œuvre en compétition et sont également institutionnalisés. Toutefois, l'objet de l'entraînement physique et sportif féminin est particulier, puisqu'il s'agit d'abord de souligner l'excellence d'une classe d'âge à la veille de leur mariage. Ce qui est en jeu, c'est d'une certaine façon la pérennité de la cité. Ce qui est engagé, c'est donc l'avenir de la communauté. Deuxième point, l'objet de ces entraînements, il s'agit d'une initiation souvent prénuptiale des filles avant le mariage, par le biais de courses
subissent, où on organise pour elles une initiation. Troisième point, il y a la question de l'eugénisme, puisque notamment à Sparte, cet entraînement sportif féminin est lié à la façon dont on pense finalement la reproduction du corps civique et la production de citoyens et de guerriers performants, même si on peut dire qu'il y a une préoccupation sur l'accouchement féminin. Dernier point, ces entraînements sportifs sont le support de discours sur le féminin et le masculin, sur l'accomplissement des individus, sur la répartition des rôles sociaux et politiques, et le support d'un discours sur la vraie beauté. Troisième remarque, cela montre aussi que le sport féminin interroge, et d'ailleurs, il continue à interroger, aussi bien sur la perception et le jugement du corps sportif. Est-ce que un corps sportif est nécessairement masculin ou est-ce qu'il est féminin? Sur son spectacle et les performances des femmes au regard de celles des hommes. Et enfin, sur ce que serait un sport féminin et ou un sport masculin dans un cadre olympique. Et donc, je voudrais terminer sur ces éléments-là. Voilà. Sur la question de la perception et du jugement du corps sportif masculin et féminin. En fait, on trouve depuis l'Antiquité toute une série de remarques qui vont dans un sens ou qui vont dans l'autre. J'en ai sélectionné une, celle de Michel Tournier en 1986. Les femmes musclées, elles, ne sont pas virilisées, pas du tout. La femme sportive qui cultive son corps et ses muscles est d'une beauté féminine totale. La femme athlète, il n'y a rien de plus beau. Bon. Donc certains partagent cet avis, d'autres non. Maintenant, sur la question du spectacle et de la performance des femmes au regard de celle des hommes. Je ne résiste pas, même si c'est fort connu, à reprendre des éléments du discours de Coubertin en 1912. Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. On peut lire encore. Peut-on consentir aux femmes l'accès de toutes les épreuves olympiques? Non. Alors pourquoi leur en permettre quelques-unes et leur interdire les autres? Et surtout, sur quoi se baser pour établir la frontière entre épreuves permises et épreuves défendues? Il n'y a pas que des joueuses de tennis et des nageuses. Il y a aussi des escrimeuses, il y a des cavalières et en Amérique, il y a eu des rameuses. Demain, il y aura peut-être des coureuses ou même des footballeuses. De tels sports, pratiqués par des femmes, constitueraient-ils donc un spectacle recommandable devant les foules qu'assemble une olympiade? Pour Coubertin, certainement pas. Et en dernier lieu, dernière citation, « La question de l'admission des femmes aux Jeux olympiques n'est pas réglée. Elle ne saurait l'être dans le sens négatif pour le motif que l'Antiquité l'avait ainsi résolu. Elle ne l'est pas davantage dans le sens affirmatif du fait que des concurrentes féminines ont été acceptées pour la natation et le tennis en 1908 et 1912. » Et là, je vous ai mis la une de Libération, 1928, les femmes aux Jeux, une apparition timide et contestée. Donc il y a cette idée de contestation qui traverse les siècles depuis l'Antiquité. Et en dernier lieu, sur la question de ce que serait un sport féminin au regard d'un sport masculin. Je suis tombée par hasard sur un article d'Actu France sur la question de la longue bataille des sexes exclus des sports olympiques. C'est le titre de l'article, qui rappelle comment, progressivement, depuis 1976, on a un certain nombre d'épreuves qui ont été progressivement ouvertes aux femmes. Au JO de Montréal, donc aviron, basket, handball. Au JO de Londres, la boxe. À Sochi, en 2014, les épreuves de saut de ski. Même si en 1991, le CIO avait décidé que tout nouveau sport devait proposer des épreuves féminines. Qu'en est-il en 2024 ? Alors j'ai trouvé ça intéressant, parce que les femmes sont toujours exclues de la lutte gréco-romaine. Elles sont autorisées à la lutte, mais pas la lutte gréco-romaine. Trop viril, trop masculin, je ne sais pas. Et parallèlement, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant, il y a des athlètes hommes qui protestent parce qu'ils sont exclus des Jeux olympiques pour les disciplines suivantes, la gymnastique rythmique et la natation synchronisée. Seraient-ce des disciplines trop féminines qui excluent dès lors ces athlètes masculins des Jeux ?
Finalement, tout ça pour vous dire que depuis l'Antiquité, le sport est bien au centre de multiples interrogations en termes de genre et continue donc à susciter de vifs débats autour de la question du corps sportif. Voilà, je vous remercie. Je récupère. Merci beaucoup, Florence, pour ce passionnant parcours entre texte et image, avec ces constructions d'une complexité vraiment tout à fait étonnante, à la fois des constructions qui sont rituelles, qui sont sportives, et puis après, évidemment, des constructions iconographiques et sociales extrêmement ambiguës toujours, et qui continuent de susciter des débats infinis. Je ne sais pas si les Grecs se moquent les uns des autres. De toute façon, on a plusieurs, on a plusieurs types d'images. Il y a ce dossier très particulier d'une vingtaine de vases où on a des femmes totalement nues qui ont vraiment un corps ciselé avec des équivalents iconographiques masculins. Mais on peut suivre toute une série avec des jeux où au départ on a uniquement des marqueurs qui renvoient au gymnase et puis ensuite progressivement, donc ce sont d'autres peintres, ce sont d'autres écoles, mais avec des jeux qui vont du gymnase au banquet, qui sont deux activités de citoyens ou de futurs citoyens, de toute façon. Et ces femmes apparaissent là, et donc la question, c'est celle de leur statut. Donc oui, il y a eu plusieurs interprétations que j'ai énoncées. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Les images, de toute façon, elles sont quand même faites pour produire des discours. Alors pas forcément, puisque les courtisanes organisaient aussi leurs propres banquets, et du coup on peut se demander, mais on n'a absolument pas on ne peut pas y répondre dans un sens ou dans un autre. Les courtisanes organisent des banquets, elles manipulent ou elles manient des objets du banquet, elles voient ces images. Est-ce que ces images leur sont prioritairement destinées ? Pas nécessairement, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces images produisent un discours, que les peintres s'amusent avec des modes de représentation et des codes et des référents culturels d'une certaine façon, qu'ils mobilisent pour les resémantiser et qu'ils produisent un discours et qu'ils s'amusent avec cela. Après, il y a les banqueteurs, puisque ce sont, ou les banqueteuses, qui utilisent ces objets du banquet et qui voient ces images. Ils peuvent aussi bien les commenter que ne pas les commenter. On sait que le banquet est un lieu où on discute. On ne discute pas simplement des images, on discute de choses très sérieuses. Il y a de la poésie, mais on discute aussi. Donc, c'est pour ça que ces images sont susceptibles d'être un embrayeur de discours, après lequel il y a... Voilà, on a essayé d'associer ces images à ce que l'on savait de l'entraînement sportif féminin ou des pratiques athlétiques féminines. De toute façon, ces images ne représentent pas la réalité. Les images ne sont pas des photographies de toute façon de la réalité. Donc elles sont là pour produire un discours qu'on essaye, bon an, mal an, d'essayer de comprendre, souvent avec difficulté. Et donc voilà, c'est toute la difficulté de ces images. Après, si on prend le personnage d'Atalante, on a beaucoup de textes littéraires qui la concernent. Il y a de la statuaire et il y a beaucoup d'iconographie. Et donc, on peut suivre l'iconographie d'Atalante avec différents épisodes qui sont mis en scène. Et donc là, c'était amusant, enfin, en tout cas, je me suis amusée à le faire, de suivre l'iconographie depuis l'époque archaïque d'Atalante face à Pélée, à la façon dont son corps est mis en scène, de quelle façon elle est habillée, parce qu'on voit des changements qui disent quelque chose et qui relèvent sans doute de jeu et d'un discours. Et de la même façon, quand il s'agit de la course, on a aussi là des variations qui sont importantes et qu'on peut suivre dans le temps. Donc voilà, ça permet de réfléchir un petit peu à la question du corps féminin, à la question du genre, à la façon dont les anciens Grecs, là, en tout cas pour ce qui m'intéressait, ont réfléchi à cette question du corps féminin en action et dans une action sportive, ce qui était contradictoire par rapport aux activités défiées habituellement.
en raison de la façon dont on percevait leur corps, de la fonction des femmes dans les cités et de leur dite asthénie. Voilà. Et après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de m'interroger sur le XXe siècle et puis notre début de XXIe siècle, et de voir que, il y a toute une série d'interrogations sur ce qu'est un corps sportif, ce qu'est un corps sportif féminin, un corps sportif masculin, sur les normes, sur les catégories auxquelles certains doivent concourir en raison de leur genre, en raison de leur ADN, en raison de... il y a toute une série d'éléments, en fait, qui suscitent débat encore actuellement, ou encore plus actuellement, en fait. Non, mais voilà, je sais bien que tu ne me posais pas nécessairement une question, mais j'ai essayé de préciser un peu plus ce que j'ai présenté. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, c'est pas, la nudité d'Aphrodite, elle n'est pas mobilisée dans ce cadre-là. Et puis la nudité d'Aphrodite, elle apparaît à partir du IVe siècle avant notre ère. Avant, elle n'est pas totale, mais de la même façon que la nudité d'Atalante, elle n'est pas totale à l'époque archaïque. Atalante, elle porte cette petite tunique après un espèce de caleçon. Donc en fait, à l'époque archaïque et pendant toute une partie de l'époque classique, finalement, un corps féminin nu n'est pas un corps féminin totalement nu. Sauf sur les dernières images que j'ai montrées. C'est-à-dire que la nudité des filles n'est pas pensée de façon totale, contrairement à celle des garçons. Oui, ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre exposé, c'est véritablement, on a l'impression que l'âge entre l'adolescence, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte où on est une femme mariée, c'est vraiment deux statuts très très différents, très marqués, comme il peut y avoir également cette différence dans le sexe masculin de statut de l'adolescent mâle et de l'adulte mâle avec le corps, les rapports avec le corps, dans le sens où, si j'ai bien compris, à l'époque, l'initiation sexuelle des adolescents se faisait de façon homosexuelle, de façon quasiment acceptée par la société, par un homme mûr, et que par contre l'homosexualité entre deux adultes mûrs était moquée. C'est-à-dire que l'âge conditionnait finalement beaucoup de la sexualité et du rapport avec le corps. Et je vois, grâce à votre exposé, que l'âge chez la femme également conditionnait énormément de choses, puisque si il était tout à fait souhaitable qu'une adolescente fasse du sport, il était tout à fait non encouragé que celle-ci, à l'âge adulte, en l'occurrence mariée et mère, puisse continuer à se livrer à ce genre de pratique. Donc on voit que ce critère d'âge dans la Grèce antique est quelque chose de fondamental dans les rapports avec le corps, quel que soit le sexe. Absolument, et en particulier dans un cadre sportif. Alors j'ai sauté un texte pour répondre à votre question sur les critères d'âge qui sont effectivement fondamentaux. Voilà, j'ai sauté ce passage que j'avais sélectionné des lois de Platon. Donc Platon, c'est un philosophe, théoricien du politique, et dans les lois, en fait, il imagine des lois, des institutions et des usages pour une cité imaginaire crétoise, la cité des Magnettes. Et dans cette cité, il admet une éducation et des concours sportifs féminins jusqu'à 20 ans. Et alors, c'est intéressant sur les catégories d'âge, puisque du coup, ça va vous donner une idée de ce qu'elles sont dans les cités grecques, parce que Platon s'inspire d'un certain nombre d'usages qui ont cours dans les cités qu'il connaît, et en particulier la cité d'Athènes. Et donc, à propos des concours sportifs, on peut lire « Concevons donc ces concours comme partagés en 3 degrés. Un pour les enfants, l'autre pour les imberbes ou les sans-barbes, le troisième pour les hommes. » Et donc ça, c'est pour les garçons.
Pour les garçons, il y a 3 âges pour les concours. Donc, les petits, les enfants, ceux qui sont encore imberbes, qui sont à la limite de ce que l'on appellerait préadolescence, adolescence. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des hommes mûrs, les andresses. Et en fait, ce sont des catégories que l'on retrouve, par exemple, aux Jeux olympiques. À Olympie, pour un certain nombre de compétitions et en fonction des disciplines, ce sont 3 catégories que l'on retrouve et qui existent, voilà, qui sont attestées. Et alors, dans sa cité imaginée, Platon propose pour les femmes, d'abord aux filles non pubères, s'exerçant nues, le stade double, le stade à cheval et le long stade, courus sur la même piste même. De 13 ans jusqu'à leur mariage, elles continueront de prendre part au concours, pas au-delà de 20 ans, mais au moins jusqu'à 18. Toutefois, elles ne paraîtront et ne concourront dans ces courses que vêtues d'un costume. Ce qui est intéressant, et c'est ce que vous avez bien relevé, c'est que pour les femmes, en fait, souvent, il n'y a que 2 âges, 2 périodes. De l'enfance, et de l'enfance, on passe au statut de femme adulte, ce qui veut dire qu'on passe au statut de l'enfance, au statut de femme mariée et de mère. 2 âges de la vie. Et là, ce qui est intéressant dans le texte de Platon, c'est qu'il y a des épreuves de course pour ces femmes, ces filles à ces 2 âges de la vie, mais que celles qui sont prépubères ou qui ne sont pas encore pubères, peuvent s'exercer nues. Alors, on ne sait pas ce que c'est que la nudité pour Platon. Est-ce que c'est la semi-nudité à la mode spartiate ou est-ce que c'est une nudité totale? C'est impossible de le savoir. Mais en revanche, à partir de la puberté, ces filles peuvent concourir et prendre part aux courses, sauf qu'elles doivent porter un vêtement, stolet, et elles ne peuvent plus être nues. Donc c'est intéressant. Et dernière remarque sur ce que vous avez dit, en effet, ces courses et ces initiations, dans les quelques attestations que l'on a, ne concernent que des filles, finalement, avant leur mariage et avant la maternité, sauf pour Sparte, parce qu'à Sparte, les épouses de citoyens, semble-t-il, continuent d'exercer leur corps. Et ça leur permet d'enfanter des enfants qui sont forts, vigoureux, etc. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante. J'avais une question à propos des spectateurs ou spectatrices éventuels. Est-ce que ces courses féminines, lors des Erraia ou à Sparte, ces entraînements, est-ce qu'il pouvait y avoir la présence de spectatrices ou de spectateurs, ou est-ce que cela était prohibé? Et je pensais notamment aussi à ce qui concerne le mariage. S'il y a une volonté derrière de mariage, est-ce qu'il y avait aussi la présence de futurs époux, de familles, ou est-ce qu'il y avait justement cette volonté de s'exhiber en public, de se montrer, ou est-ce qu'au contraire, en ce qui concerne les femmes, le public était mal vu? Enfin voilà, est-ce que vous avez des éléments à ce niveau-là? Elles n'ont pas à assister à Olympie, par exemple. Il n'y a pas de spectatrices, il n'y a que des spectateurs. D'accord ? Et c'est comme ça pour la plupart des jeux. À Sparte, c'est particulier puisque les filles et les femmes s'entraînent, en tout cas pour les filles, dans des joutes avec les garçons. Et donc, elles partagent stade et palestre. Et donc, ça conduit au mariage par le fait aussi de, semble-t-il, en tout cas c'est ce que semble dire Plutarque, de cette proximité liée à l'entraînement. Ces corps doivent susciter le désir masculin. Les filles sont exhibées nues ou mi-nues à Sparte pour conduire au mariage. Mais après, on n'a pas d'éléments, je ne peux rien dire sur les spectateurs ou les spectatrices. De même que pour les Erraia, on a ces concours féminins. La logique voudrait que les juges de ces concours soient des hommes, ou en tout cas on a ces 16 vieilles femmes qui semblent organiser l'ensemble. Mais on n'a pas d'éléments objectifs satisfaisants qui permettent de dire qu'il y avait des spectatrices. Ce qui est sûr, c'est que pour la plupart des compétitions, ce ne sont que des spectateurs et que ce ne sont que des hommes. Et pour ces concours féminins, c'est impossible de savoir en fait. Donc on ne peut pas répondre à cette question, on aimerait bien, mais ça n'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
Dans ce cas, il nous reste à remercier une nouvelle fois Florence Guerchanock de sa présentation, de sa communication, qui a suscité beaucoup de questions. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai vraiment été fascinée par la construction iconographique d'Atalante. Je dois dire que c'est un dossier que je ne connaissais pas pour ces périodes-là. Et on a vraiment l'impression d'un embarras, en quelque sorte, des peintres, en l'occurrence, finalement, à choisir dans le curseur entre le féminin et le masculin. Ce choix, finalement, de représenter une beauté qui soit une beauté à la fois féminine et virile. Et donc, on voit qu'il y a vraiment des choix assez contrastés qui sont faits et qui projettent ensuite et qui véhiculent ensuite toutes sortes de connotations éthiques à la marge, bien sûr, mais c'était vraiment, j'ai beaucoup apprécié aussi cette section, comme tout le reste d'ailleurs de la présentation, mais ça, c'était vraiment tout à fait éclairant d'avoir la possibilité d'identifier le personnage, quoi, parce qu'effectivement, pour le reste, on est davantage dans le flou, finalement, dans une certaine partie de l'interprétation, malheureusement, pour certaines de ces images. Merci encore, merci à vous et bravo.